Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur toute l'actualité de la région, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et dans l'actualité, on va parler du gouvernement qui va proposer via une consultation nationale un décret pour imposer une distance minimale de 5 à 10 mètres entre les champs traités par des pesticides et les habitations. Dans la région, de nombreux villages sont évidemment concernés. Souvent, comme ici à Ronques, près de Lille, les jardins sont en bordure de champs. Et pour les habitants, il y a des conséquences des pesticides qui peuvent être désastreuses. Edmond Leduc est médecin à la retraite et ces dernières années, il a vu son terrain, sa pelouse et ses arbustes jaunir à cause, selon lui, des pesticides. Il est aujourd'hui atteint d'un lymphome non-Hodgkinien, un cancer récurrent chez les agriculteurs et dont la cause ne fait selon lui aucun doute. À l'origine du collectif des victimes des pesticides des Hauts-de-France, il demande une distance supérieure à 100 mètres entre le champ et les habitations. Plus d'explications tout de suite au micro de Florine Curec. Pour moi, c'est vraiment, c'est presque une provocation, hein, c'est tout à fait ridi 5 à 10 mètres, c'est tout à fait ridicule. Bon, moi-même, bon, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. France Nature Environnement a effectué une enquête dans le Tarn-et-Garonne où l'on s'aperçoit parfaitement que entre 0 et 50 mètres, on a 40% de pathologies liées aux pesticides, que ce soit des infections neurologiques, endocriniennes, cancéreuses. Juste entre 50 mètres et 200 mètres, on est à 38% de pathologie. Au-delà de 200 mètres, on descend à 20% de pathologie. Et en sachant qu'entre 0 et 200 mètres, il retrouve un doublement des cas de cancer, donc une surreprésentation de cancer évidente. On parle maintenant du patrimoine de la région. Il y en a forcément une près de chez vous, mais dans quel état? En France et dans la région, de nombreuses églises sont aujourd'hui en décrépitude et ne répondent plus aux normes de sécurité ni d'accessibilité. Alors qu'elles soient propriété de communes, depuis la loi de 1905 qui a séparé donc l'église et l'État, ou qui appartiennent encore au diocèse, ces églises ont pour la plupart besoin d'être rénovées. Mais souvent, entretenir et réparer ces bâtiments, c'est un budget colossal, impossible à assumer parfois pour villes et villages. Il y a des subventions publiques évidemment parfois, mais c'est avant tout les dons qui permettent surtout de sauvegarder ce patrimoine religieux. Plus d'explications tout de suite dans cette interview. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence dans la qualité de l'entretien entre les églises qui appartiennent aux communes et celles qui appartiennent au diocèse. L'état des lieux dépend plus de la date de construction ou de restauration. Nous avons des églises qui ont été magnifiquement restaurées et d'autres, notamment celles qui ont été construites dans l'immédiat après-guerre ou au début du siècle, qui commencent à se détériorer et qui ont besoin de restauration. Il y a quelques situations d'urgence, mais il s'agit surtout d'entretenir. Donc je pense que si le diocèse restaure une église par an, ce serait déjà très bien. Mais il faut savoir que quand on rénove une église, je dirais de fond en comble, la toiture, les vitraux, le rejointoiement des briques ou des pierres, un certain nombre d'aménagements, on est vite dans des chiffres qui vont autour d'1 million d'euros par exemple. Dans la région, on en vient à ces images. La visite d'une sénatrice hier à Berck-sur-Mer auprès des sauveteurs de la SNSM. Corinne Ferré est élue du Calvados, mais elle préside aussi et surtout la mission d'information parlementaire sur le sauvetage en mer. Depuis le décès tragique cet été de 3 sauveteurs du côté des Sables d'Olonne, les parlementaires sillonnent la France pour rencontrer les premiers concernés, ces sauveteurs eux-mêmes, ce qui leur permet de dresser un état des lieux de leurs moyens d'action. Par exemple, ici, du côté de Berck, la SNSM n'a pas de site en bord de mer et ils doivent faire avec un vieux tracteur qui a plus de 30 ans et qui doit bientôt rendre la main. L'association fonctionne avec peu d'aide publique et a besoin de dons pour survivre, pour multiplier leurs actions en mer, pour secourir ceux qui en ont besoin. Écoutez les explications de Corinne Ferré, élue du Calvados, qui préside cette mission d'information parlementaire sur le sauvetage en mer, au micro de Morgane Rélan. Aujourd'hui, le financement de ces stations repose
à plus de 80% sur les dons des particuliers ou des entreprises. Et lorsqu'il s'agit de réaliser de gros investissements, comme c'est le cas pour la plupart des stations, quand il va falloir, dans la décennie qui vient, changer, remplacer les bateaux, eh bien sûr, là, c'est, j'ose le dire, quasiment mission impossible. Les enveloppes budgétaires sont extrêmement importantes et cela laisse dans une grande précarité les bénévoles et les stations, les préoccupe énormément et leur demande aussi de consacrer encore un peu plus de leur temps pour aller rechercher ces fonds. Et tout au long de la journée de ce mercredi, notre antenne était en mode emploi. Nous étions notamment en direct depuis l'île Grand Palais avec son salon Recrute Day où près de 200 postes étaient à pourvoir. Toutes les interviews à ce sujet sont à retrouver sur nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux. Parfait si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi puisqu'il y a des postes qui ne seront pas pourvus à la fin de cette journée. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos interviews sur comment optimiser son CV, sa lettre de motivation. Bref, voilà, parfait si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une alternance, évidemment. Et à cette occasion, nos journalistes se sont arrêtés sur un stand particulier de ce salon Recrute Day, un stand d'intérim, mais qui recrute en France pour aller travailler en Belgique. Un travail transfrontalier qui présente quelques avantages, notamment au niveau du salaire, puisque le SMIC est déjà plus élevé chez nos voisins belges. Des propositions d'emploi qui se font dans tous les secteurs d'activité, de la production jusqu'au secteur tertiaire. Il faut juste être mobile et motivé pour travailler. Écoutez Virginie Dabundo au micro de Rémi Desremaux. Nous, c'est vraiment du travail sur du long terme. Nous, en fait, la période intérim, surtout de période d'essai. Donc la personne commence en intérim, puis est suivie par un contrat en CDD et un CDI. Donc je sais qu'en France, sur vos CV, souvent, il y a plusieurs lignes parce que c'est des contrats d'une journée, des contrats ponctuels, etc. Donc ça prouve votre motivation et votre envie de travailler. Nous, en Belgique, vraiment, l'intérim, ça va être sur du long terme. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On prendra la direction de Godvarsveld, dont on vous présentera une houblonnière qui produit du houblon bio. C'est donc à retrouver dans le prochain quart d'heure. Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec vos rendez-vous habituels, la météo ou encore le bon plan carburant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc dans le prochain quart d'heure.